Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 3 de Project X et on va parler de l'intégrale 1966 et on va enfin savoir ce qu'il est devenu de nos X-Men face aux Sentinelles. Ah, l'année 66, que de bons souvenirs, je me souviens. Et oui, cette année-là, les Beatles... Bon, bref, oubliez. L'important, c'est les X-Men. Et les X-Men, en cette année 66, doivent se sortir du fameux piège des Sentinelles. Et si on prend un peu de recul sur cette intégrale 66, pour moi, elle se distingue en deux parties. La première partie avec les épisodes de Stan Lee, puis le relais avec Roy Thomas à partir de l'épisode 20. Et prendre la succession de l'auteur original d'une légende comme Stan Lee, ce n'est jamais simple, et on va voir comment s'en est sorti Roy Thomas par la suite. Mais avant de parler de toute l'intégrale, revenons sur le sujet essentiel, comment se termine le combat contre les Sentinelles. Nos X-Men enfermés, le combat semble totalement perdu face aux Sentinelles. Seule la présence extérieure du professeur Xavier peut les aider. Mais même son aide semble vaine, jusqu'au moment où Bolivar Trask va se retourner contre ses propres créations. Il va se sacrifier pour sauver les mutants qu'il déteste tant. Un twist final très sympa, mais qui commence à montrer les limites de Stan Lee. Et Stan Lee finalement a peut-être montré ses limites, je ne retrouve plus les forces du début où il essayait de décrire plus les personnages, de construire vraiment quelque chose. Il est resté sur un format qui certes a marché, mais qui trouve là ses limites. Et ce ne sont pas les deux prochains numéros qui me feront mentir, comme nous allons le voir tout de suite. Et voilà le retour de Magneto. Comme en couverture sur cette intégrale, Magneto va encore affronter nos X-Men. Il a réussi à se dégager de l'emprisonnement de l'étranger. Il essaye de tendre un piège à nos X-Men qui va réussir. Il va tour à tour piéger tous les X-Men, quasiment jusqu'au dernier. Il ne reste que le pauvre Iceberg, planté dans un lit d'hôpital après le combat contre les Sentinelles. Et comme par magie, il va réussir à sortir de son lit et va aller affronter seul Magneto. Une pure folie, mais c'est sans compter l'aide des X-Men qui vont revenir avec le professeur Xavier en s'échappant de la nacelle qui les emmène vers la stratosphère. Et grâce à un tour sorti de nulle part du professeur Xavier, les X-Men vont venir encore une fois à bout du mauvais mutant. Après la dernière apparition de Magneto sous l'écriture de Stan Lee, il fera un dernier numéro où il introduira Mimic, qui est là encore un numéro sans saveur pour moi. Dès lors, c'est au jeune Roy Thomas de prendre la suite. Et pour la petite histoire, Roy Thomas avait signé au préalable chez DC, mais face au côté tyrannique du chef de DC, il s'est retrouvé à manger un midi avec Stan Lee et a finalement pris la direction de Marvel. Stan Lee lui propose alors de prendre la suite des X-Men à partir du numéro 20. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas Roy Thomas c'est quand même un monsieur assez important de la maison d'édition et il deviendra un artiste phare, notamment en proposant Les Envahisseurs qui reprennent les héros de la Seconde Guerre mondiale, ou encore une version très belle de Conan le Barbare. Ainsi, comme je vous l'ai dit, il reprend sur le numéro 20, donc c'est un numéro à découvrir. Maintenant, un numéro 20 de transition où Roy reprend les rôles des vilains Unus, Blob et surtout Lucifer, qui veut toujours conquérir la planète. Alors que les vilains Unus et Blob se déguisent en X-Men pour ternir l'image des mutants, le combat se poursuit à la recherche de Lucifer. Et c'est encore une fois le professeur Xavier qui part à sa recherche. Et on en apprendra un peu plus sur le passé du professeur Xavier. Mais Lucifer remporte la première bataille entre Xavier et lui. L'histoire se poursuit ensuite dans le numéro 21, où les X-Men vont devoir affronter Lucifer ainsi que la machine Dominus. Cette affreuse machine extraterrestre de Lucifer n'a qu'un seul but, conquérir la planète. Dans un style très Stan Lee, les X-Men vont dès lors être emprisonnés, puis vont s'échapper, et puis vont gagner, comme d'habitude. Un style très Stan Lee pour ce premier numéro de Roy Thomas. Ces deux premiers numéros sont quand même très proches dans le style et dans la forme de ce que pouvait proposer Stan Lee, et on sent que l'auteur phare des X-Men est encore très présent auprès de Roy Thomas. Et ce n'est finalement qu'à partir du numéro 22 que Roy Thomas commence à imposer sa patte, son style, en ouvrant les X-Men plus au monde, et surtout en créant le premier chamboulement de l'équipe des X-Men avec le départ de Jean Grey. Donc ça se passe à la fin du numéro 23, et pour moi, le numéro qui commence à imposer le style de Thomas, c'est vraiment le numéro 24,
donc celui-là en version originale, où les X-Men vont affronter Locust, et je vous propose de découvrir l'histoire maintenant. Alors que nous arrivons sur le départ de Jean pour l'université, et que l'on découvre un peu plus la vie extérieure des X-Men, un mal naît en la personne de Locust qui répand ces insectes géants. Les X-Men affrontent dans un premier temps ces insectes sans pour autant savoir l'origine de ce mal. Jean, une fois à l'université, va en apprendre un peu plus sur le docteur Hooper et revenant à l'école le week-end, elle va décrire le docteur Hooper au professeur Xavier qui va tout de suite faire le lien entre Locust et le docteur Hooper. S'ensuit une recherche pour le Locust et un combat contre lui, mais quand les insectes géants se retournent contre le Locust, il n'a d'autre choix que d'abdiquer et nos X-Men ont encore gagné. Ce numéro 24, je le sais, divise parfois les fans sur ce combat entre les insectes géants, mais pour moi il impose vraiment le style de Thomas et ses inspirations même. Comme le décrit Thomas, ses inspirations viennent de la science-fiction, notamment des récits où des insectes vont dominer le monde. Donc on trouve une certaine cohérence finalement dans ce récit par rapport à ce que sont les inspirations de Roy Thomas. Dans la suite des numéros, Roy Thomas va emmener nos X-Men en Amérique centrale, affronter El Tigre et Holocaust, et on retrouvera dans le dernier numéro un affrontement avec le fameux Mimic que l'on a pu apercevoir au début de l'intégrale. Si l'on doit faire un bilan à l'issue de cette intégrale, moi je trouve que c'est une intégrale en demi-teinte. La première partie de Stan Lee est sur certains points bonne car elle reprend des idées de l'intégrale que nous avons vue de l'année 65. Pour autant, le style de Stan Lee s'essouffle et la transition avec Roy Thomas va apporter le plus grand bien. Et c'est pour moi le point fort de cette intégrale, c'est vraiment l'arrivée de Thomas et des premiers numéros qu'il propose qui donnent un élan d'espoir pour la suite. Les histoires de Thomas sont plus originales et il n'hésite pas à prendre quelques risques, notamment avec l'éviction de Jean Grey. Il n'hésite donc pas à sortir de sa zone de confort, et c'est tout à son honneur. Se démarque-t-il vraiment, ou est-ce seulement un mirage à la fin de cette année 66 ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans l'intégrale de 1967 pour la semaine prochaine. Et voilà, la vidéo est presque terminée. Avant de vous quitter, je vais vous parler de 2 vidéos concernant les mutants. La première par Comics Party, qui vous apprend à rentrer dans l'univers mutant, notamment si vous êtes débutant, ça peut vous servir, il vous donne quelques conseils de première lecture, et je trouve que la vidéo est très bien faite. Et la deuxième vidéo, c'est mon pote Mister No, qui va vous parler de la collection Mutant, qui est une nouvelle collection sur les X-Men, et sa vidéo est également bien faite, il a une très bonne review, donc allez la voir, je vous mets les 2 liens dans la description pour aller voir ça. Voilà, il me reste donc à vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine, et on s'attardera la semaine prochaine à l'intégrale 1967. À bientôt et portez-vous bien.